Bonjour et bienvenue à toi auditeur du net sur le premier épisode de l'Instantacule, l'émission qui... Bon, j'avoue, ok, j'ai pas trouvé de rime politiquement correcte, alors je pense qu'on va s'en tenir à ça pour l'instant. Je me présente, moi c'est Tonton Joe et le principe du bousin est assez simple, j'explique. Étant un grand passionné de films de science-fiction intimistes et ou méconnus, comptant toute la branche mindfuck, fantastico-expérimentale, vous appelez ça comme vous voulez, je me suis dit pourquoi pas faire partager cette passion à d'autres personnes, d'autres amateurs de laser piou-piou et de tentacules en latex cheap, ou alors de vrais moments de cinoche barré ou sublime. Donc du coup, chaque épisode aura comme sujet un film que je trouve intéressant. Ça peut être un film classique, bizarre ou profondément minable, ça dépend. En tout cas, une œuvre qui m'aura marqué et qui me semble bon de faire connaître. Donc j'en ferai un petit exposé ici avec une analyse et puis mon ressenti sur la chose. Bien sûr, tout ceci est parfaitement subjectif et ne se base sur rien d'autre que sur ma propre impression de spectateur. Donc on n'est pas là pour faire de l'universitaire à Bougri, hein, voilà, je préviens tout de suite. Voilà, c'est la fin du préambule. Bon, vous êtes prêts? Bon, alors ça commence. Allez-y! No more. This is getting easy. I love it when he does that. It's so cool. Dans l'espace. Le premier film dont je vais vous parler, c'est Enemy Mine, Ennemi en français tout simplement, sorti en décembre 85. Ah putain, les films de Noël ça me manque quand même. Aux US et en mars 86 en France. Le film a été réalisé par Wolfgang Petersen, qui est connu de votre serviteur pour avoir commis The Neverending Story, une des claques cinématographiques de mon enfance. Mais aussi des choses moins mirifiques comme Air Force One 3 ou Outbreak, Alerte en français. Le réal est quand même assez abonné à la série B de luxe. L'histoire est basée sur une nouvelle de Barry Longyear, dont c'est l'œuvre la plus récompensée par ailleurs, et reste assez fidèle à celle-ci. Nous sommes donc à la fin du 21e siècle, et l'humanité s'est déjà répandue à travers la galaxie. La vache, ok, ils ont drogué les scientifiques de la NASA aux enfêtes pendant un siècle ou... Enfin bon, manque de peau, une race extraterrestre de type lézard bisexué nommée les Dracs, une sorte d'hybride entre un poisson globe et un tricératops. Voilà. S'oppose à cette expansion massive et la guerre devient forcément inévitable parce qu'on va quand même pas se faire emmerder par les geckos hermaphrodites, hein, voilà. Donc c'est dans une ambiance de conflit spatial permanent que Willis Deadvich, un pilote de guerre américain couillu, et Jerry Shingan, un drac qui en a deux paires, vous me suivez, se frite intensément dans ce qui ressemble à des répliques du Normandie de Mass Effect en carton et des mirages de l'espace qui brillent tout vert, oui. Perso, moi j'aurais mon copilote qui se tape des parties de bataille navale sur une planche de plexi achetée à Briconote, je serais pas rassuré. Après la brève bagarre spatiale du début, les deux vaisseaux se fracassent contre un satellite dont la géographie pourrait être confondue avec l'Islande sous champignons psychotropes. Se déclenche alors l'histoire principale du film, car, eh oui les amis, nous ne sommes absolument pas du tout en présence d'un film de guerre, mais d'une franche histoire progressiste d'amitié et de tolérance. J'allais dire viril, mais non en fait. En effet, le film devient alors presque un huis clos intimiste entre deux personnages, la planète étant quand même juste un bout de caillou dégueulasse avec l'activité sismique de San Francisco, des pluies régulières de météores, un temps complètement épouvantable et une faune légèrement vislarde. Donc oui, apparemment les deux loustiques sont déclarés froids comme des notaires parce que personne ne pense à envoyer des troupes pour les chercher. Donc les deux pilotes devront apprendre à travailler main dans la main dans la pâte plutôt, afin de braver tous les dangers de ce monde hostile et impitoyable.
Devant les emmerdements consécutifs à une survie en milieu sinistre, Willis et Jeriba, rebaptisés Jerry parce que c'est plus cool, deviennent progressivement potes et chacun apprendra de l'autre au fil de leurs aventures. Bref, ce postulat de départ un peu bancal sert en réalité à soutenir un tout mignon conte métaphorique sur l'altérité et l'incompréhension. En parlant de ça, c'est un peu difficile à repérer dans la VF, car le doubleur de Jeriba n'a pas d'accent, mais dans la version originale, on peut apprécier l'intonation afro du drac, joué par l'acteur noir Louis Gossett Jr. It is not for you, Darkwish. Oh, Shizmat is too good for us humans, is that it? Not too good for humans, but too good for you. Le jeu d'acteur de Dennis Quaid, qui joue Willis, c'est pas mauvais, quoique dans les carcans de l'époque. Il pique bien la vedette à Gossett, qui pourtant devait quand même l'avoir mauvaise à se plastifier la tronche tous les matins tout en étant limité dans ses expressions faciales. Mais enfin, il en aura toujours plus que certains acteurs contemporains. Je me foutais un peu de la gueule des décors, mais il faut avouer qu'ils sont quand même bien réussis. L'ambiance générée par la direction artistique et par les effets spéciaux est une sorte de Madeleine de Proust de la nostalgie pulp. Le monde merveilleux où on peut voir un trilobite sous stéroïdes en animatronics. Je suis un cafard cosmique, mais il est fou. Le plus intéressant dans ce film, c'est son chemin évolutif. Certaines scènes peuvent paraître foutrement caricaturales aujourd'hui, mais elles sont toujours plus ou moins sincères et bien pensées. Et puis on a même droit à un remake de buddy movie, genre L'Arme Fatale, avec ce tir au cul de cossard d'alien dont la condescendance n'a d'égal que la majesté de son rire. Il viendra te chercher dans ton sommeil. Bien sûr, comme c'est une fable, le scénario fera sans doute lever un sourcil aux adeptes de Sioran et du Bourbon dans le caniveau. On pourra également bien se marrer sur des scènes à l'exagération quand même bien assumée. C'est vraiment un distributeur de couronnes mortuaires que je vois là. Enfin bon, néanmoins, l'absence de manichéisme est un des points forts d'Enemy Mine. Car oui, l'ennemi est surtout votre propre incapacité à capter l'autre, surtout quand il se fout de votre gueule. On a bien un méchant, la Nicky Larson, durant la seconde moitié du film, mais ça n'a pas grand chose à voir avec la choucroute. Tu as tué mon frère. Dans l'ensemble, le film s'en sort quand même très bien et a su charmer tout un public de futurs nerds pacifiés à coup de Sense of Wonder. En témoigne la sortie Blu-ray du film en octobre 2012 qui a été unanimement acclamé par les fans l'ayant rendu culte. Pour finir, et ce sera donc une sorte de tradition dans les instantacules, il est temps de caler une petite anecdote sur le machin. C'est le moment de l'anecdote. D'après ce qu'en a dit Louis Gossett dans une interview, le langage des dracs a été inventé à partir de rien. D'ailleurs, la plupart des phrases sont du russe à l'envers. Il a également précisé que le fait que son personnage gargarise à tort et à travers est une idée à lui. Il aimait bien faire ça étant homme. C'est vraiment une drôle d'activité quand même quand t'es gamin. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode, j'espère que ça vous a plu, et même que vous pensez que ça poutre du pinto fringant. La prochaine fois, je vais m'attaquer à un film plus récent, comme ça pas de jaloux dans la classe. N'oubliez pas de commenter, et même de vous abonner, mes petits cloportes de l'espace. Allez, stay true, stay from the cave.